François Bon, les carnets, c'est une série qui s'appelle Décompte. C'est un exercice que on va voir le temps que ça nous emmène. Il ne s'agit pas d'autobiographie orale, il s'agit d'un exercice d'attention au présent et de comprendre l'arbitraire, de comprendre les limites, ce qui bloque, enfin en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu es là comme ça, que ça s'est passé comme ça pour toi, et pour ça, juste avoir une espèce d'exercice d'attention, c'est-à-dire ces choses qui passent, qui sont fragiles, essayer de les retenir juste un instant de parole et laisser la parole explorer ça sans chercher à ce que ça se rejoigne, sans chercher à compléter le lacunaire, et surtout essayer de s'en tenir à l'arbitraire de ce qui passe, c'est-à-dire faire collection de ces petites réminiscences, de ces conjonctions, ces bifurcations, et qu'est-ce que ça donne comme carte mentale si on ne décide pas là de ce qui revient et comment là on le retient juste quelques minutes. Alors c'était hier soir. Et là, je suis dans ce petit bureau. Évidemment, vous ne voyez pas parce que l'appareil est là. Et moi, j'ai une genre de porte-fenêtre qui donne sur une rue où il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Mais bon, ça, je m'y suis fait. Mais je suis exposé au nord. Fait qu'il y a quelquefois, souvent, beaucoup plus de lumière dans le reste de la maison qu'ici. Mais c'est comme ça, les peintres ils travaillent toujours avec un éclairage qui vient du nord. Mais quand c'est un mois de juin avec un ciel gris, c'est souvent un petit peu pas très marrant là, de rester toute la journée à la... Bah ouais, on a du boulot quand même, sans jamais de variation de lumière. Et puis tout d'un coup, là, au soir, il y avait cette pluie d'été, et tout d'un coup, une espèce de lumière orange qui me parvenait, qui éclairait là. Et alors, évidemment, je suis même sorti là dans le bout de cour pour essayer de voir. Et c'était le soleil couchant, donc soleil couchant qui serait là pour moi complètement à la perpendiculaire. Mais au moment où il se couchait, il éclairait sous la couche de nuages, ces espèces de nuages très noirs avec cette espèce de pluie. Et la pluie en semblait comme suspendue, comme arrêtée. Et cette lumière jaune, ça a duré quoi 10 minutes. Alors là, tu veux dire quoi? Des banalités sur la lumière? Non, ça me fait revenir un souvenir. Et le souvenir, c'était cette année qu'on a passée au Québec en arrivant vers la toute mi-août 2009, reparti en juin 2010. Et on est venu sans voiture, évidemment. Peut-être que maintenant, même, à la réflexion, tu vois, ça aurait été acheter une bagnole de merde là, à 3000, 4000, et puis essayer de la rebazarder au départ. Mais bon, je n'avais pas tous ces modes d'emploi. Mais je pense que c'est surtout qu'on ne maîtrisait pas du tout en quoi l'Amérique du Nord, Québec y compris, c'est pas du tout fait pour les piétons. C'est-à-dire cette distension de l'espace. Alors moi je faisais mes allers-retours Québec-Montréal une fois par semaine, puisque j'avais une journée à la fac de Québec, une journée à l'UDEM de Montréal, et dans ces ressources-là qui m'ont mangé une partie de l'après-midi, j'ai retrouvé chaque fois dans ces 2 heures et demie de bus, là je faisais un inventaire progressif de la route de Québec à Montréal le matin dans le bus. Et ça aussi, finalement, tu retrouves ça 10 ans après, tu dis, alors j'avais un appareil photo, un petit bridge, c'est une des choses sur quoi je voudrais travailler aussi ici. C'est vrai. Bon ben non, tu es écrivain, tu ne veux pas passer pour un photographe, donc c'est juste un petit appareil assez, enfin, de pas grand chose, mais je crois que là j'ai regardé, j'ai quand même ramené entre 2000 et 2500 photos de cette année-là, et je crois que c'est même en cours de route que petit à petit j'ai appris l'importance de documenter. C'est-à-dire, tu sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais si je regarde ce qui se passe dans la deuxième partie, disons de janvier-février 2010 jusqu'au mois de juin, je crois que ce truc-là, je l'avais avec moi, et je m'en servais aussi un petit peu de carnet de notes. Alors la ville elle-même, au départ, forcément, tu l'explores, et je crois qu'on n'a jamais fini cette exploration. Même là, les 3 premiers mois, on était dans
une maison qui nous avait été sous-louée, ça s'est pas bien passé. Et ensuite, bon, il a fallu traînailler dans des hôtels. Ça a vraiment été, il a fallu s'accrocher pour ça là-dedans, mais on a fini par trouver un appart qui lui était bien parce qu'il était tout près du Vieux-Port, tout près euh, de la vieille bibliothèque Gabriel Roy. Donc là, ça a vraiment été bien parce que c'était vivre, moi, la première fois, enfin nous, directement sur le port avec ces bateaux qui partaient là pour le service des îles de la côte nord ou même des expéditions plus loin en Inuktitut. Puis ces immenses silos, puis l'usine à papier, puis cet enchevêtrement des autoroutes. Enfin bon, ça c'était la ville. Il y a toujours eu à explorer dans cette partie-là là, de Québec Nord, comme ils l'appellent en Amérique du Nord. Mais comment tu en sors de la ville? Alors, la première fois, ben, on a pris le bus. On a pris le bus pour Baie-Saint-Paul. Et quand tu arrives à Baie-Saint-Paul, on te lâche là dans une espèce de zone avec un Dollarama, puis tous les habituels trucs de rien. Puis il faut marcher 2 kilomètres pour arriver à la bourgade. Puis tu t'aperçois qu'il y a encore 2 kilomètres pour rejoindre l'estuaire du fleuve. Et puis évidemment, les paysages sont waouh. Et je crois qu'il y a eu un attachement même à Baie-Saint-Paul qui s'est créé. Baie-Saint-Paul, en amont, un patelin qui s'appelle Rivière-Saint-François, là où Gabriel Roy avait ce qu'elle appelait, avait son petit cabanon, là, et, cette voie ferrée à sens unique qui passe, qui s'appelle, enfin cette voie unique avec un train qui fait l'aller-retour dans les deux sens, ce qu'elle nommait la traque. Et puis plus loin, il y a l'île aux Coudres. Donc là, je pense qu'il y a eu un vrai attachement, une vraie découverte qui s'est faite, comme l'attachement plus tard au lac Saint-Jean, Péribonka, vous savez, Maria Chapdelaine, toujours Louis Hémon. Redécouvrir Louis Hémon, écrivain français, journaliste sportif, l'itinéraire si particulier de Louis Hémon, et puis comment il s'est fait ramasser par un train de marchandises, il avait quoi, 27-28 ans. Le destin de Louis Hémon, pour moi, c'est vraiment quelque chose de parallèle à celui d'Alain Fournier, le Grand Moon. De considérer Louis Hémon, non pas comme écrivain québécois, il ne l'a jamais été, mais écrivain français dans le voyage au sens de Jack London. Ça, Louis Hémon, pour moi, ça a été, je l'ai découvert par les lieux. Mais ensuite, bon, on a commencé, il fallait quand même faire attention, mais louer une bagnole, c'est simple, donc c'était louer une bagnole pour le week-end avec un prix, en général ils font des tarifs pour ça, et samedi matin aller la chercher tôt, et puis bon, là on a commencé à arpenter un petit peu. Et quand tu sors de Québec, évidemment il y a le premier pont là, quand on parle plein est. Le premier pont, c'est celui, très beau d'ailleurs, qui s'en va sur l'île d'Orléans. Mais t'explores, là tu viens de louer une voiture, c'est pas pour aller t'arrêter à prendre le premier pont à 4 km. Donc paradoxalement, on a d'abord exploré l'île aux Coudres. Et là, même tout à l'heure, je me souvenais de photographies, là encore, que j'ai pas réussi à retrouver, mais en explorant sur Google Maps et puis en allant au bout de l'île aux Coudres, de retrouver ces coins précis où je me souviens d'avoir photographié une pelleteuse. Mais il y a toujours ces vieux bateaux là montés sur des remorques ou qui restent. Et puis donc de l'île aux Coudres, puis donc l'habitude qui se prend peu à peu de grimper à bord de ce qu'ils appellent ces traversiers, là, ces micro-bacs là, qui permettent d'accéder à ces endroits-là. Et puis les différentes équipées à Baie-Saint-Paul, parce qu'à mesure que tu découvres un petit timbre-poste, comme ça, plus tu t'y enfonces, plus ça te paraît singulier. Mais à quel moment ça fait le lien avec l'île d'Orléans? C'est-à-dire, l'île d'Orléans, je revois ces premières impressions, c'est-à-dire quelque chose très clean, cette route, là, celle qui est côté fleuve, on passe de petit village à petit village, c'est chaque fois l'histoire là des immigrants, et évidemment c'est ultra, c'est ancien, c'est propre, mais c'est pas du tout ce côté là de ce qui t'assaille, là, ce qui te prend au corps du rapport homme-nature dans son histoire qu'on a même ici dans ces bouts d'Indre-et-Loire quand tu vas vers chez Rabelais. Et puis cette prospérité, visiblement c'est de l'agriculture
qui fonctionne bien. Donc tu vas au bout de l'île d'Orléans. Alors là, il y a par contre un endroit, il y a une espèce de tour qu'ils ont mis où tu es face à l'étendue du fleuve. Mais nous, le fleuve, finalement, on finissait par le connaître. Et là, il y a un petit hameau où je me souviens qu'il y avait un bouquiniste. J'ai pas réussi à trouver si le bouquiniste existe encore. Je sais que à chaque fois, ensuite, qu'on est retourné sur l'île d'Orléans, ça a toujours été pour aller là, juste dans ce tout petit patelin du bout, s'arrêter chez ce bouquiniste. Et j'ai ramené pas mal de bouquins qui sont toujours là sur l'île d'Anticosti. Toujours, alors tu te prends à rêver comme ça d'un travail qui pourrait se faire sur Anticosti. Et puis tu reviens par l'autre côté, il y a eu quelque chose de plus fort qui s'est constitué à l'île d'Orléans, c'était au mois de janvier 2010. C'est à ce moment où le fleuve, l'eau, comme ils disent, se charge d'énormes plaques de glace. Et ces plaques de glace, elles sont toute une espèce de charroi. Et comme l'île d'Orléans, évidemment, écope là, de tout ce charroi là, qui vient depuis les Grands Lacs, depuis Montréal, depuis Québec. Et il y a un petit patelin qui s'appelle Saint-Pétroni. Et à ce Saint-Pétroni, là, la glace devient comme une espèce, comme un brise-glace, fendrait, là, ça, une sorte de banquise. Alors là, ces images-là, je les garde. Mais l'île d'Orléans restait comme quelque chose d'un petit peu secondaire par rapport à Baie-Saint-Paul. Sauf que cette première fois, alors justement avec ce côté-là où tu as l'impression que c'est un peu touristique, pas touristique, mais il y a une espèce d'effet de démonstration, quelque chose qui n'est pas du tout là, cette présence-là de wilderness, comme dirait Thoreau. Et puis revenant par là, la rive côté nord, bon, c'est une suite de villages, puis avec cette façon qu'ont eu les colons français d'amener, évidemment, le clergé qui spoliait tous ces pauvres habitants en s'accaparant toute la terre, en possédant 60 ou 80% des terres. Donc les patelins créés, Saint-Jean de l'île d'Orléans, un Montaigu comme dans nos Vendées, tout au bout le patelin du bouquiniste, Saint-François de l'île d'Orléans. Puis quand tu reviens, Sainte-Famille, non mais arrêtez quoi. Et ça, j'ai jamais compris comment les Québécois ont jamais réussi à foutre en l'air ce catholicisme qui est criminel, en particulier avec ce qu'on dit les Premières Nations, mais c'est pas notre affaire ici. Donc, on revient par Sainte-Famille, et ensuite, il y a un dernier patelin avant le pont, Saint-Pétroni, vraiment Sainte-Pétronie. Il y a ce côté fascinant, parce que tu es face là, à la grande ville, à la ville de Québec, là, qui sort du fleuve, là, comme ça, comme si tu le voyais à travers un zoom grand angle, et un tout petit patelin qui s'appelle Saint-Pierre. Mais alors, t'as qu'une route. Elle s'appelle la 368, et évidemment, elle passe à un endroit où il y a une église. Puis au pied de l'église, il y a un petit cimetière. Mais le patelin Saint-Pierre est tellement petit que le cimetière, en gros, c'est un champ entre la route et le fleuve, enfin le bras du fleuve qui est entre l'île d'Orléans et la côte nord. Côté nord, parce que la côte nord, c'est Natashquan et tout ça, cette île, tout ça, où j'ai eu la chance aussi de faire un séjour. Et puis t'as quoi? T'as 4 rangs de tombes bien alignées, bien droites, à la façon américaine, irlandaise. C'est toujours très beau, tous ces cimetières-là. C'est le lieu où est inhumé un chanteur. Alors moi, la chanson, ça n'a jamais été mon truc. Le rock et tout ça, ou Bob Dylan, oui, c'est différent, mais peut-être que justement parce qu'il y avait cet effet d'extériorité de la langue. Enfin, en tout cas, j'ai jamais pu entrer. Bon, il y a beaucoup qui ça étonne, mais tout ce qui est, tous les noms de la chanson française qu'on peut tous débiter, de Charles Trenet à Yves Montand, à Jacques Brel, les Brassens, c'est quoi l'autre, Léo Ferré, et puis tout. Bon, ça, j'ai jamais été. Mais alors, vraiment, jamais été mon truc. Alors, des Québécois, tu sais qu'il y en a toujours eu dans les hit parades, les Charlebois, Gilles Vigneault, il habitait à Natashquan, dans une petite maison. Là. Il avait même son fils dans une autre maison, et puis on s'est engueulé une fois.
et puis celui qui s'appelait Félix Leclerc. Alors évidemment, après quand tu regardes, qu'est-ce que tu as comme souvenir en toi de Félix Leclerc? C'est plutôt sympathique, tu trouves une manière là, d'attraper son gorge, là, des airs, des trucs comme ça, tu trouves probablement dans le vague souvenir que tu peux avoir une idée de personnage un petit peu à la Kerouac, chemise à carreaux et tout ça. Peut-être que je me trompe, c'est pas du tout ça, mais de toute façon, bon, on s'est arrêté pour notre premier tour de l'île d'Orléans sur la tombe de Félix Leclerc dans ce patelin qui s'appelait Saint-Pierre. Et puis c'est là où tout d'un coup il y a eu cet effet de ciel totalement noir et de soleil de fin d'après-midi. En plus, ça devait être octobre, donc la fin d'après-midi, c'est à 5 heures du soir, quoi. Qui fait ce jeu de lumière orange. Et ce cimetière où il y a Félix Leclerc, il a une caractéristique, c'est que, alors là, me demandez pas, ça doit être une question, quelque chose qui est dans ses chansons. Il y en a plein qui le savent, mais franchement, j'ai même pas été révisé. Ils déposent des vieilles chaussures, ou alors ils mettent leurs chaussures et ils repartent pieds nus, j'en sais rien. Mais la municipalité a beau ramasser tout le temps, à me dire arrêtez de lâcher vos trucs, toujours des vieilles chaussures. Une tombe où t'as plein toujours de vieilles chaussures. Ou alors peut-être qu'ils disent on va aller voir la tombe de Félix Leclerc, qu'est-ce que t'as là qui te reste comme chaussures? Et puis qu'ils vont déposer leurs chaussures. Après tout, nous au cimetière Montparnasse, sur Marguerite Duras, il y a ces pots de fleurs qui sont remplis de petits stylos bic. Et puis bon, ça va très bien comme ça, parce que la tombe de Tarcos, elle est tranquille, puis Duras, franchement, là, on n'a rien à fiche. Puis, il y a des questions, hein, quand je passe toujours sur la tombe de Duras. Là aussi, ils les enlèvent de temps en temps, les stylos bic, pour en garder juste que ça fasse pas une montagne, quoi. Je me suis toujours demandé si là, avec Yann Andrea, est-ce qu'ils l'ont enterré avec ses lunettes, ou est-ce qu'ils l'ont pas enterré avec ses lunettes? Mais enfin, en tout cas, tu déposes pas de vieilles lunettes sur la tombe de Marguerite Duras, genre, ils déposent les stylos bic. Et, là, sur la tombe de Félix Leclerc, tout d'un coup, là, il y a eu cette espèce de lumière orange sous un ciel entièrement noir. Puis ça a duré 10 minutes aussi, comme hier soir. Puis ensuite, bon, bah, tu reprends la voiture, c'est de remonter vers Québec, là, tu vois, c'était le fleuve, là, en fait, la ville de Québec, elle est dans une espèce de ressaut, c'est comme si elle avançait, là, dans le milieu, comme si elle avait été dressée, plantée, là, comme dans le plein milieu du fleuve. Donc à mesure que tu t'approches, elle relève. Toujours aimé revenir en voiture vers Québec, là, depuis la 138. Et peut-être que l'image de ce soir-là, avec ce ciel noir, cette luminosité, c'est celle qu'ensuite, quel que soit le temps, quelle que soit la lumière, tu la gardes et tu veux toujours. Alors, est-ce que j'avais mon appareil photo ce jour-là? Autant je me souviens des photos de l'île aux coudres, mais que j'ai disparu aussi. C'est-à-dire j'ai un disque dur, et dans ce disque dur, j'ai une base Lightroom, où il y a environ, depuis 2002, 120 000 ou 130 000 images. Il y a eu des années où j'en ai pas fait du tout, parce que je faisais que de la vidéo, ce que je regrette. Bon, c'est pas le lieu ici d'en parler. Par contre, l'année Québec, alors j'ai plus d'agenda, plus de calendrier, enfin du moins sur mon Outlook, non, sur le calendrier du Mac, je retrouve tout. C'est-à-dire quel jour tu étais à la fac à Montréal et qu'est-ce que tu as fait, quel jour tu étais à la fac à Québec, de quelle bibliothèque tu es allé, où est-ce que tu as fait cette intervention, cette conf, mais nos sorties privées, ça je ne marque pas. Donc quel jour c'était qu'on est allé pour la première fois à l'île d'Orléans? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais alors simplement, ce qui me sert d'agenda, c'est que j'entre dans Lightroom, et puis que là, les photos sont classées par année, par mois et par jour. Donc j'ouvre par jour, et j'ai tout rebalayé. Eh ben, j'ai jamais trouvé aucune photo de ce jour-là. Alors, est-ce que je me suis mis en colère parce que l'île d'Orléans, ça me semblait beaucoup trop propre par rapport à l'île aux coudres? Oui, mais j'ai aussi perdu des images de l'île aux coudres. Par contre, j'ai énormément d'images de Baie-Saint-Paul. Et effectivement aussi, cette fois, la première fois où on est allé à Lac-Saint-Jean, Tadoussac, Baie-Comeau, j'ai très peu d'images parce que, bon, d'abord, fallait conduire. Ensuite,
j'allais dire c'est pauvre. Il a fallu que progressivement je trouve ce que j'avais à photographier là-bas au Québec, qui tenait plus aux questions industrielles ou à la présence de l'eau elle-même. Mais en tout cas, est-ce que c'est simplement qu'un jour, là, en triant, tout ça, parce que ça remonte à 12 ans, donc les transferts de disque à disque, les réimportations, les machins comme ça, probablement, je revois avoir fait au moins quelques photos. C'était quoi? C'était touristique? Non, c'était la photographie de ces vieilles godasses, là, sur cette croix blanche dans un vague champ, mais avec cette espèce de lumière, ciel très noir, et cette suspension orangée de tout. Puis là, tu avais les vieilles godasses, et puis la croix blanche, et puis juste ce champ au-dessus de l'eau. Eh ben, j'ai jamais retrouvé. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. De toute façon, il suffit d'aller... Tu vas sur internet, tu cherches tombe de Félix Leclerc, bah, tu vas en trouver des collections de godasses plus que chez tous les magasins de godasses de Tomblaine. C'est pas la question. C'est le fait d'avoir perdu des photos. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Et puis revient cette relation au paysage. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Le seul truc qui compte, ce serait ça. Je ne savais pas photographier l'île d'Orléans. Des photos de ce truc à Sainte-Pétronie avec l'accumulation de glace, ça ouais. J'ai des photos de Baie-Saint-Paul plein, mais l'île d'Orléans dans ce côté-là, on n'a jamais réussi à la photographier. Par contre, à partir du moment où aller à l'île d'Orléans, c'était rentrer chez ce bouquiniste, puis savoir que là on allait trouver des trucs, ça, finalement ça remplace le reste. Voilà. C'est mes carnets, c'est comme ça. Même pas à me justifier, hein.